2, 1. Bonjour. Première question que j'aurais pour vous. Qui êtes-vous et d'où vous venez pour les gens qui ne vous connaissent pas? Qu'est-ce que Perle RH? Qu'est-ce que Perle RH? Céline, tu veux partir avec ça? Bien, Perle RH, en fait, est né d'une petite passion. Moi puis Joëlle, on a travaillé ensemble il y a... Ça fait 12 ans, 13 ans? 2007. À peu près. 2006. Effectivement. Donc, moi, j'étais en Ça agence de rajeunit, placement. ça. Oui, c'est exactement. Fait que, étant dans une agence de placement, Joëlle est arrivée d'une autre agence, elle est venue assez jointe à l'équipe. Et très rapidement, il y a eu des liens qui se sont créés entre moi et elle. Nos visions étaient clients, la façon qu'on voulait, qu'on travaillait. On était pas mal compatibles. Très compatibles dans notre façon de traiter nos dossiers et les clients à ce moment-là. Okay. On avait le même désir de desservir les clients d'une façon différente de ce qu'une agence de placement veut typiquement faire. Donc, vraiment avoir un service très, très personnalisé, d'y aller avec selon ce qu'on a vraiment de besoin, puis de bâtir à partir de là. On avait un petit peu les mêmes héritants aussi du cadre rigide de, bien, voici le produit que tu dois donner, voici la façon que tu dois approcher les clients. On voulait y aller vraiment avec plus des relations d'affaires sur du long terme, des partenariats en tant que tel. Puis un jour, on s'est dit, oui, vraiment, à un moment donné, Joëlle était partie quelques semaines, quelques mois, puis on s'est reparlé, puis on s'est dit, à un moment donné, on va partir notre boîte. Mais tu sais, tu lances ça comme ça. Tu laisses fais ça dans les l'idée, airs, là, puis on verra ce que ça va donner. Oui. Et l'année passée, en fait, en janvier 2017, est survenu un événement dans ma vie qui m'a donné l'opportunité de « OK, go, je fonce, puis on va de l'avant ». On a eu des petites discussions, moi et elle. C'est sûr qu'elle, pour plusieurs raisons, on ne pouvait pas s'associer tout de suite dans ce projet-là. Donc, moi, j'ai décidé de lancer Perle RH, mais toujours avec le désir que Joëlle se joigne un jour à moi. Effectivement. Donc, tu sais, veux pas, on est quand même des amis en tant que tels. Donc, on a la même vision de beaucoup de choses, mais on est aussi très différentes. Donc, on est différentes, mais nos différences nous rapprochent énormément, autant du côté personnel que professionnel. Donc, et à un moment donné, bien, la business ça a été très, très, très vite. Je suis curieux, là, par exemple. Là. Vous connaissiez depuis à peu près 13 ans avant de lancer le projet en 2017. Par contre, le parcours de tout ça, est-ce que vous avez déjà de l'expérience entrepreneuriale avant ça? Avant le fait de vouloir se lancer la business éventuellement quand vous en parliez initialement? Ou? Moi, non. Non? OK. Moi, non. Mais... Je suis tout le temps curieux de savoir c'est quoi qui fait le tremplin, tu sais, pour des gens qui sortent, comme tu l'as mentionné, genre des frictions habituellement qu'il va y avoir dans une industrie ou bien avec le cadre d'être un employé dans une structure d'organisation. Mais je pense qu'au départ, en tout cas pour ma part, l'entrepreneuriat au tout début, c'était sans avoir nécessairement eu l'expérience suffisante pour dire, OK, j'ai fait le tour, puis je sais comment me bâtir, j'ai vu plusieurs choses, puis là, je suis prête à le bâtir moi-même. Ça a juste pris ce temps-là, effectivement. Puis c'est certain que te lancer tout seul, c'est un gros risque. C'est du bâtir ton parachute en sautant de l'avion. Là, se lancer à deux, c'est un peu mieux, disons. Puis d'avoir pris le temps de faire un peu le tour du marché, puis de voir, travailler pour d'autres personnes, ça a été très formateur. Certainement. Ça a été l'expérience qu'on a eu besoin d'aller chercher pour être capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. D'être capable de dire, OK, ben voici comment nous, on veut le faire. Tu sais, développer nos propres valeurs, notre propre vision, bâtir une culture d'entreprise. Tu ne veux pas, quand tu es pour une organisation, tu gères tout le temps un peu ton portefeuille, surtout dans les domaines dans lesquels on était. On avait quand même une certaine autonomie de gérer nos clients, mais toujours en respectant la vision et les valeurs de l'entreprise qui nous embauche et qui nous paye. Donc, veux pas, des fois, ça allait à l'encontre d'eux, mais des fois, ça pouvait limiter un peu qu'est-ce qu'on pouvait aller vraiment donner aux clients. Okay. Puis c'est un peu ça, vous sentiez que vous pouviez déjà le faire, mais il manquait juste l'aspect de genre, on essaie de le faire pour vrai. Oui, mais l'entreprise, c'est ça. L'entreprise pour qui on travaille ne l'offre pas ou ne sont pas là. Ou ils ne pensent pas de cette manière-là. Ils ne pensent pas de cette façon-là nécessairement, ou ça vient compliqué. Puis là, c'est pas tout le monde qui peut y adhérer. Fait éventuellement, c'est certain que là, avec les années vécues, l'expérience acquise, on s'est dit, OK, ben là, on est rendu là. On peut enfin le donner. Là. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'au final, l'entrepreneuriat, ça s'est mis sur un piédestal en ce moment parce que c'est
c'est trendy, puis tout le monde a l'air d'être entrepreneur digital, nanana. Mais c'est une culmination d'expérience qui vous a amené à avoir des compétences qui vous ont amené à livrer un service. Vous le mentionniez tantôt, vous livrez, c'est ça, un service. Fait exactement, il mange mais rien d'autre. il y a aussi le fait, moi, j'ai quand même fait des contrats à mon propre compte pour différentes entreprises. Okay, donc, veux pas, déjà, le côté entrepreneur est en moi depuis que je suis tout petite. Le timing n'était pas là nécessairement. Okay. Est-ce que je... Tu m'aurais parlé il y a 10 ans, puis tu m'aurais dit, OK, ben tu vas-tu lancer ta boîte à un moment donné? Je t'aurais dit, t'es-tu malade? Sécurité financière. Tu sais, j'étais pas là à ce moment-là. Tandis que là, ben, avec l'âge, avec l'expérience aussi, moi, je suis quand même dans le domaine depuis 99. Jaël aussi a plusieurs années d'expérience en acquisition de talent, précisément. Donc, ça nous permet de vraiment dire, regarde, on maîtrise notre domaine. Comment on peut aider les clients d'une façon différente? Mais aussi en gérant notre propre temps, nos propres portefeuilles. Puis, parce que, si je comprends bien, la structure dans laquelle vous étiez avant, c'était quasiment être entrepreneur, c'est juste qu'il y avait un chèque à la place de paye, dans le fond. C'est que là, vous aviez vos propres clients, vous occupez de les nurturer, là, je ne sais pas ce qu'on terme en français. Bon, mais on avait les clientèles aussi que la firme nous apportait beaucoup. C'est sûr, dans les débuts, il y a une évolution aussi. Là. Au début, tu dois former ton portefeuille, puis éventuellement, ben, quand la réputation, on a quand même travaillé pour des entreprises avec une bonne réputation, donc les affaires venaient aussi là, directement à nous. C'est pas nécessairement la clientèle qu'on voulait développer qui change, parce qu'on a encore, on veut pas un même target de clientèle, mais c'est plus l'enveloppe d'offres qui est différente par rapport à ce que Perle RH veut donner à ses clients, comment ils veulent les servir, d'être capable de le faire à notre saveur et non pas la saveur d'un autre qu'on applique. C'est souvent ça. Hein? C'est formateur, mais il y a tout le temps un petit quelque chose, tu te dis, je pourrais faire plus, ou je vois ça, ou je vois une opportunité, puis tu veux pas nécessairement... mais je pense pas que c'est fait pour tout le monde, par exemple. Non. Il y en a qui, si vous le voyez de cette manière-là, je pense que c'était inévitable qu'un jour ou l'autre, le tremplin allait se faire, parce que quand tu vois des situations que tu aurais faites différemment, c'est dur de rester dans les mêmes souliers, puis ça t'irrite. C'est un irritant tous les jours, dans le fond. Là. C'est des petites affaires, mais à un moment donné, 2 ans plus tard, t'es comme, là, j'ai une petite affaire est rendue une montagne. Là, Mais à un certain point, les firmes pour lesquelles on a travaillé pendant plusieurs années, je recule de loin, là, ce sont des firmes, oui, de renom, mais aussi c'est des entrepreneurs en soi qui nous ont fait grandir personnellement et professionnellement. Vous avez eu ces valeurs-là. Assurément. Puis on est encore en contact avec ces gens-là. Je suis certaine qu'on irait cogner à la porte demain matin et dire, regarde, on a besoin de toi. La porte serait grande ouverte. Donc, c'est des relations d'affaires avec nos anciens employeurs, mais aussi avec nos clients qui font les femmes d'affaires qu'on est devenus aujourd'hui, là, finalement. Perle RH, qu'est-ce que vous faites en particulier? Bien, Perle RH, en fait, on est un service de spécialistes en acquisition de talent. L'acquisition de talent, oui, ça veut dire le recrutement en soi, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui vient avant le besoin. Donc, la définition de la marque de l'employeur. Qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir venir travailler pour cette entreprise-là? Fait qu'on fait tout le brainstorming, la pensée, la stratégie derrière avec le client. On les aide à cheminer, à voir, bon, si on a déjà une en place, parfait, est-ce qu'elle est vécue? Est-ce que les gens, les ambassadeurs internes, les employés déjà, est-ce qu'ils le vivent? Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils sont des bons ambassadeurs? Est-ce qu'ils sont des réels ambassadeurs de l'organisation? Fait on cible quelques petits points. Ensuite, bien, il y a la partie, oui, recrutement, aller chercher les talents. Fait que de ce niveau-là, on va bâtir des stratégies. On va faire aussi le recrutement. Si on n'a pas d'équipe en place pour le faire, on va le faire avec eux, on va le faire pour eux, à distance, sur place. Bref, tout ce qui est nécessaire. On a vraiment c'est sur mesure. On va diagnostiquer le besoin de notre client, puis on va monter à utiliser pour... Exactement. On va monter un plan qui est spécifique à eux, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue après. Qu'est-ce qui vient après? On a l'attraction, on a l'acquisition, on l'a, mais maintenant, il faut le garder. Faut l'onboarder. Il faut s'assurer que cette personne-là va être là sur du long terme. Fait qu'il y a toute la partie après aussi. Donc, on continue. Notre support est vraiment en continu jusqu'à temps que le client n'ait plus besoin ou qu'il soit outillé et de travailler de façon autonome. On est tout le temps là. Fait que c'est vraiment les trois facettes de l'acquisition de talent là, qu'on couvre. Puis à travers ça, bien, il y a bien sûr la formation, tout le développement organisationnel. À l'interne pour les PME, la structure de base au niveau des ressources humaines qu'on peut mettre en place pour eux pour faciliter leur croissance. Il faut comprendre que les entrepreneurs ou les entreprises ne nous appellent pas pour dire « Hey, écoute, viens évaluer. » C'est pas notre clientèle initiale au départ. Viens évaluer ce qui se passe chez nous.
nous. C'est surtout, je suis en période de pointe, ça marche pas, j'ai essayé plein d'affaires, tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu m'aider à passer une surcharge de travail? Au niveau du recrutement, toujours. Okay. On dit acquisition de talent sur le marché un petit peu partout, mais c'est du recrutement, c'est de la dotation aussi. C'est tous des termes qui sont tous connexes. Ça veut dire la même chose. Vous êtes un département de ressources humaines. Exactement. Mais en fait, ressources humaines, tu as ressources humaines pures et simples qui, eux, sont souvent très administratifs, rémunération, gestion de conflits, ainsi de suite. Plus que... exactement. Profil stratégie, oui. Il y en a beaucoup qui sont aussi très côté partenariat, sont plus en ligne avec les opérations de l'organisation, sont plus dans l'action, puis s'assurer que la business roule bien. Puis nous, on les accompagne, on travaille à côté d'eux avec le même plan d'affaires. Eux ont une vision d'opération, de croissance et de résultats, mais nous, on s'assure, côté acquisition de talent, qu'on a les ressources, parce que c'est beau qu'une entreprise ait des objectifs de doubler son chiffre d'affaires, de percer de nouveaux marchés. Ça va prendre des bras et des cerveaux à côté pour faire arriver ces beaux résultats-là. Fait que c'est là que nous, on accompagne les ressources humaines dans leur planification stratégique à mettre l'action au niveau des ressources en place. Puis quand ils n'ont pas de département de ressources humaines, bien nous, on s'allie, évidemment, on a quand même un gros réseau de partenaires où on a des spécialistes dans chaque branche. On ne se dit pas spécialiste ressources humaines généraliste. On a notre spécialisation qui est l'acquisition de talent. On a nos connaissances en ressources humaines générales, mais on a aussi un spécialiste en gestion de changement qui travaille avec nous, par exemple. Donc, quand il y a des acquisitions, on a un spécialiste aussi en rémunération si jamais il y a un besoin. Donc, on peut référer nos différents clients. On gère bien les attentes. Exactement. Ça fait du sens parce que, je sais pas, je remarque cette tendance-là avec plusieurs entrepreneurs avec qui je parle récemment, puis il y a une espèce de spécialisation qui est en train de se faire par rapport aux industries. Il n'y a plus personne qui va comme bâtir, là, je ne veux pas généraliser, mais c'est l'impression que j'ai parce que je vois dans toutes les chambres de commerce, réseautage, juste en ligne aussi. Les entreprises qui font de tout se voient plus rares. C'est ce que je remarque. Puis... En fait, c'est que les gens viennent insécures quand c'est pas spécialisé. Tout le monde pose la question, vous êtes spécialisé en quoi? C'est quoi exactement? Mais c'est quoi votre spécialisation? Et vous dans un domaine en particulier? Les gens veulent, on dirait... je sais pas, on dirait que c'est un manque ou c'est peut-être la surconsommation de tout. Il y a tellement d'entreprises, donc ils veulent vraiment des spécialistes. Je pense que les gens veulent vraiment s'enligner vers des spécialistes qui maîtrisent leur domaine, puis ils préfèrent avoir plusieurs fournisseurs avec une spécialité que d'avoir un fournisseur qui est capable de toutes les servir, parce que, c'est certain qu'on dit tout le temps, hein, Jack of all trades, master of none. Donc, c'est certain que si tu as un inventaire trop large, veux pas, tu peux pas être spécialisé dans tout. Fait que je pense que c'est aussi la tendance du consommateur là, d'aller vraiment vers d'avoir plusieurs fournisseurs avec une expertise. C'est un bon point parce que si on fait, mettons, le parallèle, vraiment pas rapport, là, mais l'industrie des produits en tant que telle de consommation par monsieur, madame, tout le monde, quand tu y penses, tu regardes par exemple juste Instagram, tu vas regarder une publicité, si on veut cibler, mais juste pour un porte-clés, juste pour une montre. Tu ne verras pas une publicité de Sears qui va te montrer les 9 rangées. On fait faillite, là, RIP Sears, là, mais c'est vrai dans le sens, c'est qu'on commence à être conditionné, ça fait plusieurs années. Probablement que c'est volontaire, que les Facebook, les Instagram, ils nous programment à penser puis voir de cette manière-là. Puis ça serait facile de faire le miroir entre, OK, mais les services professionnels devraient être la même chose. Je spécule 150 000 % en ce moment, mais ça fait quasiment du sens, là, tu sais. C'est l'ultra spécialisation dans autant dans le produit que dans le service. Puis c'est curieux, parce que de fil en aiguille, je sais pas trop comment c'est arrivé comme ça, mais on est spécialistes tous les deux dans quelque chose, tu sais, littéralement. Notre spécialisation, c'est notre passion. Effectivement, c'est ce qui te drive. Exactement. Puis c'est ce qui nous drive depuis des années, l'acquisition de talent. Tu sais. C'est sûr que tu me donnes un dossier. Parce que tu demandes souvent, même les gens qui vont en ressources humaines, souvent, c'est la partie, le recrutement, c'est souvent la partie qui aime déléguer. Parce que on est là. Parce que c'est deux mondes. C'est deux mondes en soi. L'acquisition de talent, tu l'as mentionné tantôt, c'est effectivement... Il y a plusieurs branches aux ressources humaines. C'est pas une pour les dominer tous. C'est une branche comme ceux qui aiment la négociation, les relations de travail. Ça aussi, c'est un autre... Fait que tu sais, veux pas... quand on s'allie avec les vice-présidents ou les directeurs des ressources humaines, qui souvent sont à un niveau beaucoup plus stratégique, puis c'est là qu'ils veulent rester, demeurer, puis être plus global dans la vision et dans les opérations de l'entreprise, bien, ils ont besoin en dessous de justement de leurs spécialistes. Donc, on vient en tant que spécialiste au niveau de l'acquisition de talent, puis on les supporte dans la croissance de leurs objectifs.
Souvent, c'est du sport qui se fait sur du court terme. Hein. Comme on disait tantôt, c'est sur une surcharge de travail ou c'est une expansion qui s'en vient, puis on sait comme pas trop comment. On a 60 postes à combler. Je pense à un client, entre autres. Quand on a fait appel à mes services l'année passée, il y avait une 60aine de postes qui étaient à combler. C'est incroyable, ça. On avait une personne en place pour faire ça. C'est impossible de faire ça tout seul. C'est humainement impossible. Impossible à faire, mais aussi, alentour de ça, c'est parce que tu es en pénurie de personnel en ce moment. Tu as l'arrivée des milléniaux qui arrivent. Donc, souvent, c'est des gens qui sont là depuis un certain temps. Il y a des retraites qui partent, donc il va se rajouter des gens. Donc, c'est de mettre un plan d'action alentour de ça, d'appuyer les chefs RH, VP, directeurs ressources humaines dans leur quotidien pour aller les aider justement à aller chercher les ressources puis faire... d'avoir du recrutement positif. C'est que l'expérience candidat soit aussi positive que l'expérience employeur avec nous, là, donc, finalement. C'est un bon point. Puis quand vous avez un défi de cette ampleur-là, comment est-ce que, pas vous gérez les attentes, mais comment est-ce que vous éteignez les feux, si on veut, de la personne qui fait appel à vos services? Parce que si quelqu'un, je fais juste imaginer, quelqu'un qui vient vous voir, on a 60 postes à combler pour hier, go! C'est quoi le... C'est s'asseoir avec lui. Non, mais ça a été... c'est vraiment de s'asseoir avec eux, de regarder qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton plan d'action dans les prochains mois. C'est quoi sur place, là, tu sais? Sur quelle plateforme tu travailles, à la limite? Tes plateformes, sont-tu maximisées? Est-ce qu'on utilise placement en ligne, Jobilico, Jobboom, Workopolis? Tu reçois-tu des CV qui sont intéressants? T'as-tu pensé à la chasse de tête? Donc, des fois, ils font affaire avec des firmes pour faire la chasse de tête. Puis, on en fait, nous aussi, avec Perle RH, mais notre modèle d'affaires n'est pas basé que sur la chasse de tête. On fait de la chasse de tête, mais on est surtout consultante en acquisition de talent. On est l'expert qui veulent se aide faire sur dire place. comment faire. La chasse de tête fait partie d'une stratégie au niveau de l'acquisition de talent. Il y a des talents qui sont rares. Il y a des postes, des fois, qui ont un affichage inbound traditionnel. Ça fonctionne de moins en moins, on ne se cachera pas. L'affichage traditionnel ne fonctionne plus. Les talents sont rares, les talents travaillent, ils ne sont pas à l'écoute du marché, ils ne regardent pas nécessairement, ils ne sont plus à jour sur leur... ils l'ont été il y a quelques mois ou il y a quelques années en recherche d'emploi, mais il y en a beaucoup qui ne se sont jamais même eu à se mettre dans un processus de recherche d'emploi parce qu'ils se font constamment approcher. Donc, leur révolution de carrière a vraiment été grâce à des chasseurs de tête puis des opportunités qui sont venues à eux. Fait que c'est vraiment comme ça que la tendance se tourne. Donc, de plus en plus... Mais ça fait du sens, ça fait beaucoup de sens parce que je regardais, tu sais, ma première employée qui est Karine, en fait, j'étais allé la chercher. Tu sais, j'ai pas regardé un CV en ligne. On avait même essayé justement de mettre des offres d'emploi juste pour voir le genre de choses qui allaient se passer, mais au final, c'est juste de la gestion de CV qui sont pas nécessairement intéressants. Puis c'est drôle parce qu'en regardant les profils, mettons, sur les médias sociaux, principalement Instagram puis LinkedIn, de mon côté, au niveau créatif, c'est important que les gens aient un background un peu en visuel, si on peut le mettre aussi large que ça. Tu regardes ça, puis tu regardes les individus, puis s'ils ont le style ou le portrait de travailler chez toi, c'est là que tu es contact. C'est ce que je me surprends moi-même à faire. Puis c'est ce qu'on a finalement dit qu'on allait faire justement pour les prochains, c'est qu'on va juste les choisir versus aller comme recueillir plein de CV puis espérer d'avoir des bonnes personnes. Fait la même chose pour nous, notre employé en ce moment, ça a été la même chose. C'est vrai. Une connexion qui s'est faite via LinkedIn, puis après ça, en regardant son profil, en échangeant, tout simplement, j'ai envoyé, j'ai dit, peut-être ça serait intéressant pour toi, telle description de poste, puis finalement, c'était un fit. Exactement. C'est de voir au-delà du CV, au-delà du descriptif de poste aussi. Si on parle de notre nouvelle employée, elle est là depuis juin. Oui. Depuis juin. C'est un coup de cœur, là. C'est décidément un coup de cœur, puis on investit aussi beaucoup en elle pour qu'elle croie. C'est une personnalité qu'on a embauchée avec les compétences. Par la suite. Et là, on est chanceuse parce qu'elle a quand même les compétences à la base. En plus, Donc, toutes nos valeurs d'entreprise, puis je suis certaine que tu lui poserais la question, puis de pourquoi qu'elle s'est jointe à nous. C'est une connexion qui s'est faite, puis on souhaite qu'elle dure sur du long terme. Donc, je pense que c'est un bon timing, c'est une belle situation aussi pour vous. On en avait parlé un petit peu hier là, à la Chambre de commerce, mais effectivement, je pense qu'elle a dit exactement ce que tu viens de dire. C'est dans le sens que c'est un bon timing, c'est une bonne équipe, c'est exactement ce qu'elle voulait, c'est exactement ce que vous vouliez.
C'est une question aussi d'opportunité au bon moment, hein, je pense, le recrutement. Là. Puis c'est d'arrêter de vivre dans un cadre. Nous, on a la chance, à titre d'entrepreneur, à fixer nos propres valises, de donner la flexibilité qu'on a toujours voulu avoir. On l'avait dans un certain sens, mais si on recule en 99, c'est pas vrai qu'on avait la flexibilité. C'était du 8,5 à 5. Puis tu punchais. Quand tu partais, tu te faisais regarder de travers à 5h02, par exemple. Mais en même temps, tu n'avais pas de reconnaissance si tu restais. Donc, il n'y avait pas de bénéfice en tant que tel. C'est encore un peu comme ça dans les grosses organisations, ce que je remarque, là. Je pense que les grosses machines sont plus lentes à bouger envers des nouvelles structures organisationnelles, des nouvelles cultures, mais tout cet aspect-là de culture, est-ce que c'est vous qui l'implémentez dans les business? Est-ce que c'est vous qui le On n'impose pas. On n'impose pas. Ben, vous faites des recommandations. Puis, même chose pour moi. C'est là que le bas blesse. C'est certain qu'on va apporter la recommandation de qu'est-ce qu'on a observé. C'est sûr qu'on parle beaucoup aux gens aussi. Là. On essaie de s'immerser beaucoup dans leurs opérations. On parle aux gens, avoir un peu de feedback avant de faire une recommandation. Ça prend quand même du data là, pour c'est des humains, hein? Fait que c'est beaucoup d'opinions personnelles. On fait ça, telle chose. Ou quand on fait des entrevues de départ, on recueille l'information. Souvent un peu trop tard, malheureusement, pour faire un changement avec cet individu-là, cet employé-là. Mais au moins, pour sauver les prochains, c'est des choses qu'on documente. Puis après ça, on l'apporte aux clients. Puis, veut pas, c'est eux qui vont décider ce qu'ils vont faire avec les recommandations, jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais nous, notre devoir, c'est juste de leur apporter les points, puis après ça, de voir avec si on a besoin de notre accompagnement à travers un projet, on va être là pour les aider, ou on va faire venir des spécialistes encore plus spécialisés que nous là, pour les épauler dans des projets pointus. Quand vous disiez au niveau de vous n'êtes pas généraliste, mais spécialiste dans une sphère en tant que telle, pour vous, c'est quoi qui est le plus important dans votre industrie? Parce que, tu sais, je dis industrie, mais c'est votre secteur d'activité par choix principalement. On va juste comme mettre des brackets comme ça. Qu'est-ce qui, pour vous, est pas la clé de votre succès, mais comment je pourrais dire ça, qui est votre cheval de bataille, là, que vous misez beaucoup? Est-ce qu'il y a un service? Y a-t-il un genre de clientèle? Y a-t-il une manière de fonctionner? C'est vraiment l'aspect consultation. À ma grande surprise, tu m'aurais posé la question il y a 1 an et demi, puis je t'aurais dit, ben non, tout le monde l'offre, la consultation. Tout le monde est consultant à un certain point en acquisition de talent. Puis même à une certaine limite, il y en a tellement que tu te poses des questions en partant une business comme ça, il va-tu avoir assez d'ouvrages pour moi? C'est sûr que nous, on a fait notre nom et notre nom nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai encore d'excellentes relations, même avec les gens que j'ai desservis il y a plusieurs années. Donc, encore là, on roule très, très, très rapidement depuis 1 an et demi. On n'a pas publicisé beaucoup que l'entreprise est partie. On commence à peine. Début, mais c'est correct aussi parce que ça nous a laissé le temps de vraiment tenter le terrain puis de voir le réel besoin du marché. Puis justement, RH est parti avec plein, encore là, un jack of all trades avec plusieurs branches, plusieurs services, puis éventuellement, en étant sur le marché depuis 1 an et demi, on a fait le bilan en début d'année cette année, puis ayant vu un peu ce que le marché demandait, puis on a vraiment ramené le service là, à une spécialisation vraiment, puis dire, regarde, le marché, le besoin, il est là. Puis éventuellement, on greffera le reste, parce que là, ce qu'on peut offrir est plus grand que ça. Mais dans un parce que votre champ de compétences, il est probablement ultra difficile à notre core. On a vraiment défini notre core. Puis après ça, il y a d'autres services qui vont pouvoir graviter autour de ça, là, qui vont être complémentaires à notre core. Ce qui est important, c'est de s'asseoir avec le client puis de voir c'est quoi ton besoin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as de besoin, qu'est-ce que tu t'attends de moi en me rencontrant aujourd'hui. C'est pas moi qui va t'imposer une offre de service avec un barème très, très, très limité, puis ça va te coûter tant, puis je repars avec ma petite offre, je peux te donner l'offre de service tout de suite. Je peux pas te donner une offre de service tout de suite parce qu'il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute, il faut qu'on réfléchisse. Nous, c'est sûr qu'il n'y a aucun dossier qui n'est pas analysé par moi et Joël. Donc, c'est sûr que je reviens d'une rencontre client. Avant de lui faire une proposition, bien, on va regarder, OK, as-tu pensé à quelque chose? Parce que même si moi, je suis là-dedans depuis longtemps, j'ai pas desservi le même client peut-être qui va apporter la réflexion
différente face au dossier. Ouais, absolument. Donc, Joël m'apporte aussi une réflexion différente de son point de vue de comment elle gérerait le client, même si c'est moi qui va desservir ce client-là. Donc, ça permet d'avoir une vision vraiment encore... C'est un brainstorm d'équipe, puis on apporte ça au client directement. Fait que c'est principalement de la consultation, puis selon le besoin, bien, on va de l'avant. Puis c'est sûr que si c'est vraiment de la chasse de tête, on fait de la chasse de tête. C'est ça que le client a besoin. C'est pour ça que... Je vais me reformuler. Patate. C'est pour ça que je me demandais, quand vous dites consultation, est-ce que c'est vraiment la porte d'entrée pour d'accéder à vos services ou c'est vraiment par... Salut les filles, j'ai des questions par rapport à un employé qui va partir. Tu sais, ça peut venir dans n'importe quelle situation. Oui, il n'y a pas de... OK, c'est ça. Non, les clients peuvent nous appeler. C'est certain que quand ils vont nous connaître plus, là, ils vont savoir pourquoi, pour quel problème nous appeler principalement. Mais encore là, c'est ça, c'est que notre besoin est vraiment en ligne avec l'entreprise. On veut comprendre les besoins de l'organisation, on veut comprendre leurs opérations, leurs réelles opérations, pour après ça être capable de c'est touché, de voir... C'est des grosses c'est des grosses machines. Souvent, là, on est deux, là, puis c'est déjà quand même une structure à... Pas que c'est difficile de gérer 2 employés, mais c'est que c'est pas le même mécanisme que quand tu es toute seule. Après ça, tu grossis, puis là, tu as des départements, puis là, tu as des gens qui parlent sur des piliers hiérarchiques différents. Tu as des growing pains, puis justement, c'est à ce moment-là que la structure est importante. C'est là que avant, puis souvent, les entreprises, souvent, ils ont leurs premières années, là, la start-up, là, au bout de sa 3e, 5e année, là, dans ces eaux-là, bien là, ils ont défini qui ils sont, leur clientèle est là, le produit ou le service, peu importe ce qu'ils ont innové ou ce qu'ils offrent fonctionne, la demande est sur le marché. Puis là, ils sont en mode, OK, on explose. Fait que là, ils sont vraiment prêts à grossir. Puis c'est à ce moment-là qui est critique pour nous d'entrer, d'avoir nos services, parce que ça leur prend une base. Ouais. S'ils n'ont pas une base solide à ce niveau-là, bien, ils ne pourront pas piler par-dessus. Fait que là, ça fait une pyramide à l'envers à ce moment-là, puis la base n'est pas solide, fait que ça s'effondre. Fait que c'est important, c'est vraiment de construire une base solide. Puis comment est-ce que vous éduquez vos clients, justement? Parce que, tu sais, je suis capable d'imaginer, j'ai l'impression, le client qui dit « Non, je suis capable, on va le faire nous-mêmes, on va engager plein de monde. » Puis... Il y en a beaucoup. On va 95% le fond. Ils nous rappellent après. Mais j'en doute pas, mais est-ce que c'est ça la stratégie ou genre... Ben écoute, on peut toujours leur dire, on peut pas leur forcer à faire affaire avec nous. C'est pas comme ça qu'on va travailler mais non plus. Mais non. On va leur dire ce qu'on peut faire, ce qui serait... L'idéal, c'est comme un médecin qui dit, ben, tu sais, vous devriez faire du sport pour votre santé. Je vous prescris de l'exercice. Il ne peut pas t'amener, te forcer puis te mettre sur le treadmill. Fait que c'est certain qu'il faut une volonté aussi de faire. Fait que c'est la même chose avec les clients. Fait que quand on leur fait la suggestion, il faut qu'ils soient prêts à le faire. Il faut qu'ils soient ouverts à le faire aussi. Est-ce que c'est une décision émotionnelle ou rationnelle, selon vous, de leur point de vue? Ça dépend de l'entrepreneur. Ah ouais? Oui, est-ce que ça dépend souvent d'une personne? Tout dépendamment ça dépend de l'envergure de l'entreprise. C'est ça, exact. On a des PME qui ont fait affaire avec nos services parce que, par exemple, il n'y avait pas de département des ressources humaines. Puis là, ils ont fait comme, à ta minute, là, ça va trop vite, j'ai besoin que tu m'aides, voici la situation qui s'est passée, j'ai un congédiement à faire, par exemple, parce que l'employé a fait de l'harcèlement. Oh, OK, attends une minute. Moi, je suis acquisition de talent, je suis ton bras droit à ressources humaines, oui, mais plainte d'harcèlement, je vais te référer à un spécialiste. Ouais. Donc, ils peuvent nous appeler pour n'importe quoi, puis par la suite, si moi, je suis la spécialiste qui ont besoin, je vais les desservir, je vais les aider. Un start-up, par exemple, qui veut ouvrir une boutique, mais qui n'a jamais recruté de sa vie, qui ne sait pas comment monter des dossiers, qui ne sait pas comment faire des affichages. Au niveau de la langue française, on a quand même des lois, là. Donc, ils peuvent nous appeler, on va les rencontrer, on les monte ensemble, les descriptifs de poste. Ça peut être aussi ça, là. Donc, juste une petite rencontre d'1 heure, 2 heures, 3 heures, ça les start comme il faut. Puis après ça, ils nous rappellent quand ils ont d'autres besoins. Ouais, comme au compte-gouttes, dans le fond, parce que ça doit dépendre de la situation de la business aussi, effectivement. Là. Exactement. Mais c'est un peu l'avantage d'embaucher un consultant, c'est que tu peux avoir je le vois aussi, tu sais, à faire de la consultation aussi en entreprise, tu remarques que quand c'est vraiment bénéfique, c'est exactement ce que le client avait besoin, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant parce que tu perds pas de temps, tu as le meilleur dans ce que tu as besoin. Puis la vie continue. Là, ben, c'est ce qui est important aussi de montrer aux clients, c'est quoi le ROI en bout de piste, le retour sur l'investissement qu'ils vont mettre avec les services d'une firme en consultation. C'est où ça va les amener, puis qu'est-ce que ça va leur sauver aussi. Ben oui, là, ça coûte cher. Ça coûte. Ils s'en sortiront pas. Oui. Ça coûte, mais si on fait la comparaison avec les
Est-ce que ça sauve de l'autre côté? Est-ce que ça va apporter un coût investi? C'est là qu'ils sont gagnants. Question pour vous, peut-être. Tu allais dire? Il ne faut pas oublier qu'un recrutement qui ne fonctionne pas, une personne qui arrive en entreprise, puis que tu investis du temps, tu investis de l'argent, puis après un mois, tu dois remercier la personne parce que par exemple, ça ne fonctionne pas, ou même tu n'as même pas fait, cette personne-là a transigé avec tes cartes de crédit, puis tu n'as pas fait de vérification parce que tu ne savais même pas que tu pouvais le faire. Ça peut te coûter cher en entreprise. Donc, c'est important de faire les choses correctement dès le départ. Ça va te sauver beaucoup, beaucoup de sous. Même pas juste ça, mais dans mon industrie, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'au niveau de la planification budgétaire, si on veut, de la business, c'est souvent divisé en 3. Tu as 30 opération, tu as 30 de profit, puis 30 là, il manque un 10 mais habituellement, ça se chevauche, puis 30 en ressources humaines. Est-ce que c'est un standard? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans les entreprises ou ça peut être vraiment... J'imagine tout dépendamment le besoin en termes d'employés. Si on est vraiment des ingénieurs, choses comme ça doit coûter plus cher en ressources humaines versus frais fixes et tout. Mais ça ressemble à quoi au niveau des pourcentages? Je pourrais pas dire au niveau des pourcentages, mais ce que je sais, c'est que la masse salariale, c'est ce qui est le plus coûteux à une organisation en termes d'opération. Dépendamment de ce qu'ils font, souvent, c'est leur matière, ça peut être leur matière première ou leur processus de transformation, dépendamment avec quoi ils travaillent. Mais les employés, les ressources, ça coûte cher. Ça coûte cher aux entreprises. Fait que c'est certain que c'est un point de le point, justement, le point est là, c'est que ça coûte cher, fait que fais-le comme du monde. Mais tout à fait, parce que le faire pour être rapide et pensant bien le faire peut s'avérer coûter beaucoup, beaucoup plus cher. C'est pour ça que je demandais tantôt si c'était une décision émotionnelle ou rationnelle, parce que ça doit être rationnel, même l'embauche, si c'est toujours un côté émotionnel parce que, on embauche des compétences, mais on embauche également un fit avec l'organisation. Puis souvent, on fit avec des personnes, puis ils n'ont pas toutes les compétences. Fait qu'on va miser sur le fit pour le long terme, puis on va entraîner les compétences si au moins la base est là. Ouais. Mais des fois aussi, ça prend les compétences super, puis la personnalité ou le fit est moins là. Mais c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin urgent? Là? Fait que oui, il y a toujours les deux. Il y a tout le temps le rationnel qui devrait être là, oui, parce que ça prend une décision, c'est une décision d'affaires. C'est des faits, facts. Mais c'est pas des robots. Encore. C'est pas encore des robots. Alors, le côté fit, veut pas au niveau de l'équipe immédiate, de la relation avec l'entreprise et les valeurs de l'entreprise, c'est le long terme. Il y a un côté émotion qui s'installe. Là. Ça dépend toujours des gestionnaires avec lesquels on travaille. Il y a des gestionnaires qui sont très, très rationnels, qui visent les études, qui visent les compétences. Je me fous comment tu travailles. Je me fous si on va bien s'entendre. On va s'arracher la tête. Mets-toi les écouteurs. Tu sais, on parle en ingénierie, où il y a certains domaines en ingénierie, il y a certains domaines en programmation, où tu vas arriver à ton bureau, tu vas mettre tes écouteurs, puis tu n'as aucun contact avec personne. Il y a même des entreprises qui travaillent qu'en télétravail maintenant. Il y a des gros de ce monde maintenant qui font que du télétravail. Tout se passe par Skype et ça fonctionne bien. Ouais. Donc, ces organisations-là, qu'on s'entende bien ou pas, ça change absolument rien. C'est un bon point, ça. Mais pour des entreprises comme moi, comme Perle RH, moi, Joëlle, d'avoir quelqu'un dans notre bureau qui est notre bras droit, puis avec qui on ne s'entendra pas quotidiennement, c'est impensable. Donc tu vois, là, on a le côté émotionnel qui embarque, puis OK, on va la trainer. Qui doit être là, tu sais, par une question de décision. C'est un bon point parce que je regardais les Google de ce monde, puis beaucoup, beaucoup plus, en tout cas récemment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont louer des WeWork à travers le monde, ou des Regus, justement. Puis ils vont juste comme travaille d'où tu veux, tu as cet accès-là si tu as besoin d'avoir un lieu de travail. Oui, exactement. C'est sûr qu'on est dans une société qui s'en va de plus en plus vers les rapports non directs. On le voit aussi là, beaucoup. La génération. C'est incroyable. Je disais, les enfants, ça joue plus ensemble comme ça jouait ensemble. Ça joue ensemble, mais séparés. Ils sont chacun... sur leur iPad, à faire des combats de Pokémon exactement. Go, ils vont, les gens communiquent plus. C'est des longues discussions par courriel, par message texte. Fait que c'est la relation... Fait que il faut pas le perdre non plus. Mais dans le milieu qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement? Je sais pas. Est-ce que c'est bon ou c'est négatif? C'est en deux générations. C'est ça, c'est notre âge qui fait en sorte qu'on est dans deux. Fait qu'on est, côté, il faut se parler pour régler les choses. Ça se règle mieux en personne, mais en même temps,
faut aller aussi vers comment les gens sont à l'aise aujourd'hui. C'est qu'il y en a beaucoup tu peux qui pas préfèrent. l'ignorer. Non, c'est ça. Fait qu'il faut combiner les deux. Puis... On a aussi les contraintes qu'on voit beaucoup en entreprise, des entreprises qui communiquent que par courriel, puis personne ne se comprend. Mais non. Fait que c'est correct. Les courriels, c'est une autre bête. Les courriels, c'est quelque chose, là, c'est... Mais... Tu un petit point de trop, là, t'es comme... Imagine-tu en s'écrivant, puis là, ben, t'interprètes un ton. Tu le lis selon comment tu le perçois. Puis déjà, en face-to-face, on peut mal percevoir un commentaire. Fait qu'imagine, quand c'est écrit, c'est toi qui l'interprètes en le lisant, Écoute, le number one issue de toutes les entreprises, c'est les communications. Puis ça part des communications. Avec les nombreuses... Tu sais, on ne se le cache pas, il y a toutes sortes de nationalités. Ici, au Québec, on est super chanceux d'avoir cette diversité culturelle-là. Mais puis je l'ai vécu il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui venait de l'Europe. On disait la même affaire, mais dans deux terminologies complètement différentes. Puis on est parti à un moment donné, on parle de la même chose, hein? Oui, effectivement. Donc, il faut faire attention, il faut se parler, puis en courriel, définitivement, on ne se serait pas compris, tu sais. Donc, c'est ça. C'est fou, hein, parce que tu as mentionné justement la pluriculturalité de notre belle province, mais c'est pas juste au Québec. Là, tu regardes partout à travers le monde, il n'y a plus vraiment une nationalité dominante, si on veut. Mais c'est fou que, tu sais, je trouve ça fascinant parce que je le remarque aussi que quand tu vas, mettons, dans des sessions de réseautage, si on veut, qu'il y a des gens de nationalités différentes, j'entends souvent des commentaires de « Ah, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ça qu'il voulait dire? » Puis pourtant, tu sais, c'est juste teinté par la perception de l'individu, puis c'est pas négatif. Si quelqu'un s'exprime d'une telle manière, c'est comme ça qu'il a appris à s'exprimer, ça veut pas dire qu'il est mesquin ou qu'il veut... Tu sais, la perception, je lis un bon livre là-dessus, justement, en ce moment, c'est The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Ça parle gros de la perception dans tout l'aspect de la Grèce antique et tout. Je pense que j'en ai parlé avec Phil là, dans l'autre podcast la dernière fois parce que c'était il y a à peu près 3 jours qu'on l'a enregistré. Puis c'est vraiment ça. Ça dit que c'est juste un masque, dans le fond, qui vient pas cacher le fait en tant que tel qui n'est pas nécessairement biaisable, mais c'est juste une petite goutte d'eau de ta perception qui vient juste changer totalement le sens d'une conversation ou d'une idée que vous discutiez. Ou, je peux le voir, là, je peux le concevoir tellement facilement, les conflits en entreprise qu'il peut y avoir juste à cause de la perception. C'est le premier numéro 1 source de conflit sûr, en entreprise. Pas, puis, on ne peut pas se défaire de ça. On vient tous dans un bagage différent. On a un upbringing individuel. Puis, on a la perception aussi qu'on se fait enseigner. Je veux pas... On se fait notre propre vision en prenant de l'expérience, en voyant le monde, mais... Jusqu'au jour où on est exposé au monde réel, on a une vision qui nous est inculquée. Là. Juste être open mind, finalement, puis d'écouter l'autre, de prendre le temps de considérer l'humain. C'est ça, la solution. Là. Oui. C'est faisable de se détacher de sa perception. Là. C'est facile, parce qu'en ce moment, le sujet numéro 1, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotisation. Même, on a vu un reportage récemment il y a quelques mois, sur la robotisation des ressources humaines. Comment passer... La DRH virtuelle d'une grosse entreprise. En fait, je la nommerai pas ici, mais si on fait des recherches, c'est facilement trouvable sur Google. Cette DRH-là, par exemple, elle faisait des entrevues. DRH, c'est une directrice ressources humaines. Oui. OK. Qui était... c'est notre jargon, hein? Je comprends ça. Virtuelle, donc elle est vraiment... C'est un ordinateur. C'est un ordinateur, c'est un robot. C'est un robot. C'est une série, là, genre, c'est une... Je sais pas si elle est physiquement ou elle est par écran. Ça, je sais pas, par contre. Moi, je pense qu'elle est vraiment... c'est que juste du comme virtuel, là. C'est un robot. C'est un robot. Et le robot filtre, dans le fond, les premiers tris de candidature. Ce qui est excellent parce que ça permet de sauver un temps énorme, un temps précieux. Mais tu as peut-être passé à côté d'une perle là-dedans. Oui, mais je peux dire beau jeu de mots. Cette DRH, beau jeu de mots, hein? Mais cette DRH-là, cette directrice ressources humaines virtuelle-là, c'est auto-congédiée. Hein? Donc... Quoi? Oui. Donc, on n'est pas rendu... Oui, c'est beau. Date, je me sauve. Je m'en vais, je suis pas bonne. Mais tout ça pour dire que on n'est pas rendu là encore. Et je pense que dans notre industrie, les robots vont pouvoir faire beaucoup... si on parle d'opération, si on parle d'usine. D'automatisation. De choses que manuellement, une personne fait, mais qui peut être fait parce qu'il n'y a pas de relation. Les ressources humaines, c'est des relations, c'est des gens.
on ne peut pas devenir C'est quasiment robot. niais de croire que ça aurait pu régler un problème, mais pas en créer plus. Exactement. Je pense pas mais en fait, pas aujourd'hui. Peut-être au niveau du tri, mais encore là, du tri. Mais comment on peut juger une personne sur papier? Il y a tellement plus. Les gens se font dire, en plus, réduis ton CV à 1 page, 2 pages max. Comment tu peux résumer qui tu es vraiment avec toute l'expérience, avec tout le knowledge dans 2 pages? 2-3 bullet points par 2, 3, 4 ans. 4-5 pages, c'est trop. Ouais. Mais en 2 pages, c'est certain qu'ils n'ont pas tout mis. Ils ont enlevé peut-être quelque chose que le robot ne va pas voir puis qui est là dans la... Fait, c'est sûr qu'on ne peut pas appeler tout le monde qui applique pour un poste, mais encore là... Est-ce que c'est ça l'industrie en ce moment? Quand c'est une personne qui filtre, tu peux au moins lire entre les lignes. C'est le talent d'entraînement de lire entre les lignes. C'est pas juste lire ce qui est noir sur blanc, mais c'est de faire le sens avec ce qui est écrit. C'est une de nos forces après l'avoir vécu, après avoir fait du recrutement depuis toutes ces années-là. Puis on ne s'arrête pas juste à ce qu'on voit sur le CV. On voit au-delà Vous aurez regardé mon CV, là, puis... Ça ne dit pas grand-chose. Moi, j'essayais beaucoup de choses. J'ai travaillé à la ville, dans des TELUS, j'ai travaillé à mon compte. Après ça, je suis retourné sur le marché du travail. Après ça, directeur de compte. Il y a un drôle de... On aurait dit, lui, il se cherche. Oui, c'est ça. On va voir ce qu'il veut maintenant. Ça pique ma curiosité. T'aurais été légèrement challengé en entrevue. Il se fait virer partout. Donc... c'est ça. C'est un j'ai ou tout le l'autre. temps été beaucoup challengé en entrevue juste par curiosité, parce que c'est un parcours non traditionnel que j'ai. Des 8-9 dernières années, j'ai tout fait. Là, tous les paliers, tous les niveaux de vente et tout. Puis en tout cas, c'était assez intéressant, mais ça m'amenait à un point avant que j'oublie. J'ai l'impression que l'espèce d'automatisation des ressources humaines, c'est comme s'il avait mis une idéologie ou une structure de pensée d'un ingénieur sur un processus humain. Dans le sens où, genre, tu sais, check the box, puis si ça check pas la box, désolé, t'es pas une bonne personne, mais ça fait pas de sens. Il y a trop d'éléments externes qui viennent influencer. Puis Père les RH n'adhère pas à ça non plus. C'est sûr qu'on va s'adapter, on se tient à jour, on veut savoir ce qui se passe sur le marché. On est dans les différents congrès au niveau de l'ordre, entre autres, mais aussi les différentes formations qui existent, parce que pour nous, c'est extrêmement important d'être à jour, parce qu'on a comme je disais, il y a les milléniaux, mais il y a d'autres générations après qui s'en viennent. Moi, n'étant pas dans la génération des milléniaux, ben, je veux comprendre, je veux pouvoir les aider à mieux s'intégrer sur le marché du travail. Et c'est une génération très, très, très entrepreneuriale aussi, là, dans leur... Beaucoup. Ils veulent la liberté. Boss. Beaucoup. Puis on y adhère, même nous-mêmes, on y adhère. Dans notre culture d'entreprise, c'est important que les gens aient une liberté. Ouais. On l'a dit depuis le début, et on leur donne cette liberté-là. Puis c'est là pour les employés actuels, puis ça va être là sur les prochaines employés qui vont arriver, parce qu'on ne restera pas juste 3. Je pensais être toute seule pendant 3 ans, et on est déjà rendu 3. Donc, c'est ça. Ça va prendre l'expansion, puis on veut que les gens qui adhèrent à notre entreprise soient aussi fiers d'aider leurs prochains, parce que c'est ça qu'on fait. C'est du service, là. C'est service to people. Exactement. On vend. Nous, on ne voit pas ça comme un travail, ce qu'on fait. C'est vraiment, c'est ce qu'on aime faire, puis c'est ce qu'on... Vous êtes bonne à le faire donner. Aussi. Vous êtes bonne à régler ce genre de problème-là, puis effectivement, comme tu le dis... Moi, on essaye, hein? Honnêtement, j'aurais de la misère à croire que quelqu'un qui fait à semblant peut aller aussi loin. Non, pas longtemps, en tout cas. C'est du court vécu. On le voit assez facilement. Fly by night. Oui, exactement. Là, quand tu n'es pas capable de backup ce que tu fais, ce que tu dis parce que tu fais... On comprend. Ça, là. Je sais pas si tes auditeurs m'ont compris, mais... Walk the talk. Walk the talk, exactement. Walk the talk. Pourtant, c'est souvent... Je le vois tellement souvent, là. Je vois tellement souvent des gens qui veulent utiliser... Là, je fais un switch au marketing, là, mais qui veulent utiliser le marketing pour cacher leur manque de connaissances puis de compétences, mais... C'est pas ça, là, tu sais, ça va juste t'exposer, là. Ça va juste littéralement exposer que tu connais pas ce que tu parles. Tu sais, j'ai des clients qui sont tellement knowledgeable, puis ça c'est ma spécialité, si on veut, tu sais, dans l'industrie de service, c'est vraiment là-dedans où on se spécialise. Puis, les clients là, qui savent de quoi ils parlent, après ça, juste de donner les outils pour communiquer leur message, là, c'est magique, là. Tu sais, j'en ai des frissons, c'est juste beau, là, comment c'est représenté après, tu sais. Mais c'est ça, effectivement, c'est au final, de mon côté aussi, c'est juste de rendre service à l'individu avec qui tu travailles, puis... C'est
c'est des relations humaines, là, tu sais, c'est censé être agréable. Là. On a juste une vie à vivre. Là. Puis je sais pas si t'es comme nous autres, mais on travaille très fort. Ouais. On a l'impression qu'on ne travaille plus depuis qu'on a notre boîte, puis depuis qu'on fait juste ce qu'on aime. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Puis c'est sûr qu'il y a des clients, des fois, qui font comme OK, comment je vais faire pour régler la situation? Parce que jamais on va laisser un client tomber du jour au lendemain. On va toujours le desservir jusqu'à la fin. Même si, ben ça se peut qu'on doive piler sur notre orgueil sur certaines affaires, puis le client, il veut pas aller de l'avant, puis on t'a dit qu'on aimerait donc ça, pouvoir aller plus loin avec lui, mais il est pas rendu là, il faut le respecter aussi. Ouais. Mais on s'amuse. Puis je pense que c'est la base. Oui, parce que effectivement, c'est la base, mais tu sais, on l'a mentionné, je voulais qu'on revienne un petit peu à l'aspect de la culture. Parce qu'au niveau de la culture en entreprise, celle que vous êtes en train de bâtir avec la vôtre, celle que je bâtis avec la mienne, celle tu sais, Joël, tu l'as mentionné, les milléniaux sont entrepreneurs. On va mettre ça quote unquote parce que c'est la tendance qu'on voit, tu sais. Ouais. Mais comment vous parce qu'il y a un clash, là, on ne se le cachera pas. Il y a un clash générationnel entre les gens qui disent, tu sais, mon père, très bel exemple, il fait son 8 à 5, il fait de l'overtime des fois, puis c'est ça, il parle plus du travail une fois qu'il a check-out, là, tu sais. Mais je pense que les gens, à cette heure, ils veulent s'imprégner de leur travail parce que c'est un style de vie versus un travail. C'est le feeling que j'ai, là. Je suis vraiment pas dans votre, pas tous. Votre point non, de vue. C'est ça. Je dirais que, en fait, la mentalité, justement, peut-être, comme tu dis, ton père, mes parents aussi, c'est ils travaillent pour vivre. Ouais. Puis la nouvelle tendance, c'est moi, je vis et je travaille. Je vis pour m'amuser. Je vis pour m'amuser. Je vis pas pour travailler. Je travaille pour vraiment avoir un... Pour me payer des voyages. C'est ça. C'est très... des expériences. Je veux dire, leur vie, leurs expériences de vie, c'est la priorité aussi. Ben oui, c'est sûr qu'on faut gagner... mais c'est ça, je pense qu'on arrive tout à un point où est-ce que, OK, on est down, expérience, mais là, quand il n'y a pas d'argent qui rentre, comme là, t'en vis pas l'expérience. Fait que c'est quoi le compromis entre les deux, là, tu sais? Combien de temps tu donnes pour faire ce que tu veux faire, puis c'est quoi le style de vie que tu vas associer à ça et tout? Je pense que c'est d'adapter aussi... leur donner des projets, leur donner de l'autonomie. On parle de la flexibilité des horaires. Tout ça en rentrant en ligne de compte. Écoute, la circulation est le problème numéro 1 aussi. Le taux des absences au travail, les burn-out, c'est... Si on veut remédier à tout ça, éventuellement, puis ramener tout le monde sur le marché et en santé, il va falloir trouver des façons différentes d'opérer. Puis c'est sûr, c'est un impact sur une business. Une business qui a une promesse client puis qui a des produits à sortir, bien, ça prend des ressources pour le livrer. Fait que c'est certain que ça vient créer des frustrations, des enjeux vraiment importants au niveau des opérations. S'il manque de gens ou les gens ne peuvent pas travailler à la maison, je veux dire, il faut que le convoyeur travaille. Fait qu'à ce moment-là, parce que tout ce qui est opérationnel, c'est automatisé, puis il n'y a plus personne qui fait ça, puis il reste juste des gens au niveau du service clientèle. Et encore là, même ça, une partie robot peut le faire. Donc, il y a le côté où l'intelligence artificielle vient aider les entreprises, mais en même temps, on ne veut pas couper des emplois. On ne veut pas couper des emplois. Fait que c'est de trouver le juste milieu entre la flexibilité et les besoins de l'opération aussi. On peut pas nécessairement... L'entreprise ne peut pas subir tous les coûts. Il faut trouver un juste milieu. Puis dans certaines organisations, il y a des core hours qu'on appelle. Ouais. Donc, d'être là de 9 à 3 ou de 9h30 à 3h30, et ainsi de suite. Mais c'est des défis pour les gestionnaire. Ça aussi, on ne se le cachera pas. Tu as un meeting avec la Chine, par exemple. Tu as 12 heures de décalage. Ouais. Si ton équipe est pas... Exactement. Qui va se lever? As-tu besoin d'être avec ton collègue? On va-tu faire ça sur Skype? Comment qu'on fonctionne? Il y a des gros défis pour les employeurs. Fait que oui, c'est beau que les candidats, dans certains cas, certaines générations, mais je pense que il y a plusieurs... C'est pas juste une question de génération, là. Il y a des candidats qui vont tirer beaucoup la couverte de leur côté, mais il faut comprendre la philosophie de l'autre côté aussi, du côté des gestionnaires. Je pense pas que c'est basé sur une question d'être greedy, là, des deux côtés. Je pense que c'est basé sur on a un besoin, puis qu'est-ce que tu veux pour pouvoir m'aider à le faire, là, tu sais. Puis qui est raisonnable, parce que, je veux dire, tu peux pas payer 3 salaires pour une personne si tu en aurais pris 3, tu sais. Non, c'est ça, pour couvrir 3 chiffres, pour être sûr d'avoir une personne, pour donner de la flexibilité. Non, c'est certain. Puis c'est là que l'enjeu se fait, puis c'est pour ça que beaucoup d'entreprises qui se sont pas encore conformées à cette nouvelle... mais j'ai l'impression que les entreprises, pas sont mal vues, mais qui sont mal perçues comme étant tout le temps le méchant. Est-ce que c'est moi qui... Bien, on est là aussi pour les écouter. Oui. Puis dire, parce qu'ils ont des besoins. Tu réalises-tu ce qui se passe sur le marché? Tu as ton besoin, je comprends que dans ta tête, tu peux pas. Mais as-tu pensé à telle solution? On peut-tu faire un petit compromis? C'est soit... t'es trop proche, puis c'est soit ça ou tu n'as pas d'employés. Parce que tous ceux que tu as rencontrés,
Ils restent à Rive-Nord. Ils ne peuvent pas se rendre à Montréal, centre-ville, avant minimum 9 heures. Le profil que tu veux ne peut pas être présent avant 9 heures. C'est quoi ton compromis que tu peux faire? Parce que c'est eux autres que tu veux. Là, nous, on embarque puis on les fait réfléchir. Faut que tu casses un peu les mentalités parce que... Bien, j'irais pas jusqu'à dire qu'on les casse parce que on a une méthode un petit peu plus soft que ça. Je suis peut-être un petit peu plus drastique à casser des os, moi. C'est vraiment d'apporter une réflexion avec eux autres. C'est l'objectif. Quand je dis casser, c'est plus de OK, tu penses comme ça, voici qu'est-ce qui existe qui pourrait faire le même genre de job. Fait qu'est-ce que tu veux faire? Exact. Mais c'est pas du jour 1. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est difficile parce que, bon, il y a une question... L'entreprise de 4 personnes, OK, fine, on change les façons de faire. C'est sur 4 personnes, ça impacte 4 personnes. Ça se fait rapidement. 150, 200, une compagnie 300. de 100, 200, 300, 1000, 2000 employés. Ça me fait peur aussi, y penser. C'est un gros bateau à tourner, puis ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. C'est de voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont mis des actions en place, puis ça va super bien. Je pense que c'est juste une question de temps. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Ça fait quand même déjà vraiment 10 ans que le télétravail pousse tranquillement. Là. Mais là, c'est de plus en plus. Mais là, c'est de plus en plus en demande à cause de la réalité aujourd'hui aussi des déplacements. Ben, c'est fou. Quand on approche des gens en chasse de tête, c'est certain dès qu'on on les rapproche de la maison, ou même qu'en discutant avec les gens, pourquoi tu as changé d'emploi, c'était pour... ils m'ont appelé. Des fois, même, c'est une baisse au niveau de titre, des fois, même une baisse salariale. Mais moi-même, c'est ça que j'ai fait, mon dernier emploi. J'ai pris une baisse pour être conscient avoir une qualité de vie. À l'inverse du trafic. Il y en a beaucoup qui vont dire ma qualité de vie est plus importante. Donc, je vais prendre un coup, puis je vais me remonter plus tard. Fait que c'est certain que ça... Qualité de vie est plus importante. C'est pas des gens nécessairement milléniaux. Non. C'est des gens qui ont vécu quelque chose qu'ils veulent plus revivre, probablement. Non, mais beaucoup des gens qui ont des jeunes familles, qui ont des enfants dans quand les priorités changent, là. Primaire, secondaire, c'est des périodes difficiles d'être là avec les enfants. Souvent, on se cachera pas. On a toute la réalité aussi des gardes partagées, les familles... reconstituées et tout, là. C'est ça, les parents séparés, ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui de plus en plus aussi. Fait que ça rentre en ligne de compte, tu sais. Il y a un gros côté social qui impacte les business aujourd'hui. Je pense que... Avant, c'était l'inverse. C'est ça, hein? Avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire que les entreprises, c'était eux qui donnaient le ton. Là, c'est l'inverse. C'est la société qui dicte. Mais avant, rappelez-vous quand il y avait GM ici à Boisbriand, les gens faisaient la file pour pouvoir avoir un emploi d'ouvrier. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que ça, c'est rendu l'inverse? Il y a trop de demandes versus les offres qu'il y a disponibles? Ou... Comme de demandes d'emploi versus de postes ouverts, dans le fond? Les gens ont des études différentes. Les gens sont beaucoup plus scolarisés. Les gens ont un désir de voyager. Moi, si je pense juste à mes parents, avant qu'ils fassent leur premier voyage, écoute, c'était au Québec, c'était pas loin, c'était du camping, c'était... Quand tu leur parles que tu fais 2 voyages par année dans le Sud, tu fais comme, t'es riche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Attends, on va en reparler, tu sais. Fait que la conception de la vie n'est pas du tout la même chose. Puis même moi, tu sais, je suis pas vieille, je suis pas jeune non plus, mais j'ai jamais vécu ça d'aller me mettre en ligne pour aller porter mon CV. Même au McDo, dans le temps, j'ai jamais vécu ça. Je pense pas, non. C'est ça. Fait que ça remonte à loin. Ça remonte à loin, mais dans ce temps-là, tu faisais ton petit chiffre. Puis c'est une autre façon de gérer les ressources humaines. Oui, complètement. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'étape où il faut vraiment prendre l'humain en considération, autant entreprise que candidat. C'est vraiment la valorisation de l'humain puis de ses skill sets, là, littéralement, là, qui sont... Exact. C'est ce qu'on aime faire. On fait bien. Vous, c'est quoi votre mission au travers de tout ça? Bon, on a une belle phrase, là, mais autre que la phrase, on veut aider, outiller les entreprises, les aider à passer à travers une crise, là, essentiellement, d'être là pour eux, leur apporter le soutien, puis c'est vraiment ça qu'on veut. On veut être vraiment le partenaire externe des organisations. Tu as un problème, appelle-moi, je vais te trouver. Je vais te trouver une idée. Puis si moi, je ne l'ai pas, on va faire un petit brainstorm puis on va essayer de trouver les bonnes... Tout le temps de solutions. Là, je pense que c'est le meilleur outil d'entrepreneur, c'est d'avoir des solutions. Là, dire non à un client. Excuse-moi, ça me fait juste rire parce que des fois, j'entends des histoires de gens, « Ouais, il voulait que je fasse ça. » J'ai juste dit non.
il vient à toi pour de l'aide, puis tu dis non. Non. C'est quoi le message que tu envoies? Là, à moins vraiment que ce qu'il demande, c'est vraiment pas dans ton... Pas éthique. Non, pas éthique, mais c'est complètement au hors niveau de l'éthique, de ça, je ce peux que comprendre. tu peux, Là, hors de tes compétences complètement. Là, mais... J'irais pas, je sais pas, moi, vous voir pour faire la comptabilité. Là, c'est pas la... On risque de te dire non. Effectivement. On va dire non, mais je connais quelqu'un. j'ai Mais tu quelqu'un vois, à te référer. Ça, d'ailleurs, C'est non, justement, au niveau de votre business, j'étais curieux. Quand tu disais tantôt, Cindy, que vous vouliez greffer d'autres services que là, vous faites affaire avec à l'externe, est-ce que c'est le principe qu'il y a des spécialités différentes en ressources humaines que vous devriez amener à l'interne pour être comme la pas place? Pas nécessairement. Okay. Non, nous, on veut vraiment rester... Perle RH va toujours rester acquisition de talent. Okay. Mais il y a des professionnels qui sont extrêmement qualifiés en gestion de changement, en rémunération, en droit du travail. Là. Exactement. Les branches, là, ils peuvent s'ouvrir à l'infini. Là. Exactement. Puis, au fil des années, on en a connu autant dans des petites entreprises que dans des multinationales. Notre réseau de contacts, il est très bien établi. Donc, c'est facile de dire, t'aimes la façon que moi je travaille, attends une minute, je vais te référer quelques personnes. Puis tu feras affaire avec qui tu voudras, ça me dérange pas, mais au moins, tu as quelques ressources que de faire du Google, puis chercher spécialiste en acquisition de talent, de tomber sur un charlatan ou de tomber sur quelqu'un qui s'improvise expert, c'est pas nécessairement... La confiance, c'est dur à... ton vrai besoin. Mais ça, c'est tellement dommage, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, je m'en rends compte parce que, tu sais, en vente, je pense que dès que tu fais de la vente, tu comprends c'est quoi de l'écoute. Venant que tu réussis à closer, là, ça fait OK, j'ai closé un deal parce que j'ai répondu aux besoins qu'elle m'a dit. Ça fait que là, ça fait du sens. Là, mais si tu fais juste dire, comme tu disais tantôt, je paie des prix, là, puis dire voici ce qu'on fait, puis achète-le, c'est pas le bon besoin, ça répond pas aux bons besoins. Dans le domaine des agences, on parle souvent. OK, c'est bon. T'es correct? Ouais. Dans le domaine des agences, on parlait souvent de pushing de candidats. Ils sont payés à commission, donc on envoie le CV, puis on se croise les doigts, là, puis il faut qu'il l'embauche parce que ma paye est basée sur l'embauche, pas nous. Ça correspond-tu à ta chaise que tu as à combler? Est-ce qu'il va être bien dans cette chaise-là? C'est ça qu'on fait, tout simplement. Mais c'est cool. Jesus, c'est nice. Vous avez parlé brièvement tout à l'heure que vous commenciez au niveau marketing. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce qu'on parlait de lancement tantôt? C'est-tu parce que... Ben là, je fais le niais, là, by the way, parce qu'on travaille ensemble pour pas rien cacher aux gens. On travaille ensemble au niveau de vos stratégies pour les médias sociaux principalement. Mais est-ce que, outre cet aspect-là, est-ce que vous aviez déjà des idées avec des médias traditionnels? Honnêtement, ça, on n'en a pas parlé. Puis, j'étais curieux de savoir votre vision puis votre... parce que... Je recule un petit peu. Le pourquoi on travaille ensemble, c'est parce qu'on aime le fait, mutuellement, ce que chaque entreprise fait. Puis vous étiez curieuse, je pense, de savoir comment on travaillait chez nous. On était référés mutuellement par des contacts, toutes dans la même gang. Mais ma question est, côté marketing, comment est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que le marketing pour vous? De votre business? Parce que vous n'allez pas le marketer de la même manière que vous auriez marketé votre ancien emploi. C'est sûr que depuis 1 an et demi, le marketing s'est fait du bouche à oreille. Puis ça a été très, très bref parce qu'on n'avait pas les bras nécessaires pour pouvoir se rendre sur place. Et j'étais pas prête à l'époque, avant que Jaël se joigne à moi, d'embaucher n'importe qui. Fait que c'est sûr que de faire aller notre réseau, de dire aux gens, ben, hey, je suis partie en affaires, ça me faisait extrêmement peur. Je l'ai dit. Je l'ai publié, puis je me suis dit, OK, il faut gérer... Non, faut gérer les attentes. Oublie pas que c'est toujours ça, nous. Il faut gérer les attentes des clients parce qu'on lâchera jamais un client. On se l'est dit depuis le jour 1. C'est dans le couteau deux tranchants, le marketing, de faire la publicité. C'est sûr que c'est essentiel pour qu'on soit vu, que les gens soient au courant, qu'on existe, qu'on offre ce qu'on offre. Fait que c'est pas commun. Les gens, quand ils vont d'une ressource, ils vont aller traditionnellement vers l'agence parce que c'est ça qui a toujours existé. Ça qui existe encore, ça existera toujours. Mais des fois, tu sais, leur besoin peut être autre. Puis peut être servi différemment, Là aussi, on a mieux défini, on est plus structuré, on est plus solide. Le lancement, on le fait plus tard parce que, bon, c'est certain aussi qu'on voulait se laisser le temps aussi de solidifier l'entreprise, d'avoir un beau message. On est en train de refaire un petit peu aussi notre branding. Puis on sait aussi que la nouvelle... pourquoi on choisit les médias sociaux aussi comme en grosse partie où on met notre investissement de marketing, c'est que c'est vraiment là que l'activité se passe de plus en plus. Là. Fait que le traditionnel, oui, on utilise d'autres plateformes, on va faire
J'ai des clients qui utilisent la radio, des choses comme ça, puis c'est correct. Oui, ça dépend. Radio, ça fonctionne bien quand tu as un produit ou un service, mais encore là, c'est tellement difficile pour nous de cibler notre audience sur une radio, parce que c'est ça qui est arrivait, partout, c'est ça, notre audience. exact. On n'est pas dans un niche market nécessairement où on veut des clients tel X qui écoutent la radio à telle heure. Il faut la définir, notre niche. On pourra jamais... Ça va être difficile parce qu'on veut pas, justement, on veut être capable de servir toutes les entreprises en plein industrie. Mais dans le sens, on va la définir dans le sens que une firme de consultation en acquisition de talent... Ce que nous, on fait, mais qui notre clientèle est, elle sera jamais nichée. Non. De faire une annonce radio va être difficile de cibler le meilleur retour sur investissement de ce marketing-là pour nous parce que... Mais c'est quasi impossible. Non, sur toutes les radios, à toutes les heures possibles, de tous les styles différents, ça nous coûterait un bras. Ouais. C'est pour ça qu'on est allé chercher... Nous, on réfère les meilleurs partenaires à nos clients, mais on s'est allié de partenaires expérimentés aussi. On s'est allié de passionnés dans ce qu'ils faisaient. Et c'est une des raisons pourquoi on a choisi ta firme, en toute honnêteté, parce que tu as un feu en toi de réussir puis d'aider tes clients. Puis nous, c'est ça qu'on a besoin. Avec le service tantôt, moi, je vis que là-dessus. Là. C'est parce que si le client réussit, ça veut dire que j'ai réussi. Ça vient avant, puis c'est gentil. J'avais même pas entendu ça. C'est où? C'est flatteur, j'aime ça. C'est bon, hein? Ouais. Fait que c'est sûr qu'on va se fier un peu sur toi, parce que les réseaux sociaux, on s'y connaît, là, comme n'importe qui. On les utilise, Oui, mais comment les maximiser? On s'allie d'experts pour pouvoir les maximiser. On embauche des ressources. Exactement. Mais c'est comme tu as mentionné, Joël, tantôt, c'est que tout ce qui est médias traditionnels, pour vraiment pas bâcher contre les médias traditionnels, parce que ça peut être utile pour certains X, Y projets, puis des budgets différents, puis des industries différentes. Je suis totalement d'accord. Par contre, là où je vais mettre mon point sur le i, c'est que sur les médias sociaux, c'est des outils tellement puissants de personnalisation de clientèle, puis d'audience, puis de démographie, puis tout ce que tu veux pour exactement cibler les gens que tu veux, pour exactement le dollar puis le budget que tu as en tête. Fait que je pense que ça serait... c'est juste my two cents, là, c'est juste mon opinion, mais je pense que ça serait comme de passer à côté de quelque chose, d'une ère où c'est encore possible d'avoir... J'ai fait un test la semaine dernière, j'aime ça faire des tests avec tout ce qui est les campagnes payantes. C'est comme les campagnes payantes, là, c'est une bête noire pour la plupart des gens. Comme je vais juste booster mes publications, puis on espérera qu'on va avoir des clients. T'sais. Mais plus loin que ça, ça peut être vraiment pas si cher pour vraiment rentable. Puis j'ai fait un test la semaine dernière pour publiciser le podcast. Je pense que j'ai mis genre $30, puis j'ai eu à peu près comme 4000 views dessus. 4000 impressions, c'est différent. View, impression, clic, tout le tralala. Il y a plusieurs barèmes là, de visibilité différentes. Mais tu sais, quand on y pense, 4000 personnes pour $27, ils ont tombé devant mon image. Là, c'est un gros reach. Mais on dirait qu'on... C'est ça, effectivement, on dirait qu'on s'en rend pas compte nécessairement. Puis en plus, c'est tous des gens ultra ciblés. C'est tous des gens qui sont potentiellement intéressés par ça, qui sont dans la démographie des gens qui l'écoutent. C'est vraiment le portrait de l'audience qui a vraiment été fait là, au couteau. Là, puis c'est 4000 personnes possiblement intéressées pour en écouter un autre, puis un autre, puis un autre. Moi, ça me fascine. Pour $27. Pour $27, c'est ça. Mais si on regarde toutes les sensations YouTube, tous les gens qui sont... c'est ça, ça passe par là. En ce moment, là, aujourd'hui, il y a un immense clash entre la valeur de ce que ça vaut, le marketing payant sur les médias sociaux, ainsi que ça rapporte. Les gens, ils ont de la misère à mettre un prix là-dessus. Parce que ça peut être très payant si tu l'utilises bien, mais si tu l'utilises mal, ça ne le sera pas. Parce que ça prend des acquis, des compétences, des connaissances, à savoir comment les utiliser et tout. Non, c'est fascinant. C'est encore légèrement, c'est encore nouveau. Fait que les statistiques sont pas... on n'a pas 10 ans, 15 ans, 20 ans de Puis encore là, ça serait inutile parce que hier, il update l'algorithme d'Instagram. Tout ce que tu savais à partir d'avant-hier n'est plus valide. Mais non, ça, c'est un peu le côté des technologies qui dit à la suite, c'est que ça évolue tellement rapidement. Tu mentionnais tout à l'heure, Cindy, quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous aussi, c'est de s'éduquer. Au niveau, nous aussi, on est consultants en stratégie de médias sociaux, mais pas nécessairement de médias sociaux. J'aime mieux dire marketing parce que toutes les solutions sont bonnes, tout dépendamment le portrait du client. Mais l'éducation, là, je veux dire, nous, on est plugué à toutes les infolettes pas possibles. On est plugué avec toutes les formations en ligne sur Skillshare. On suit beaucoup pas des influenceurs, mais des gens qui ont pris l'information, ils l'ont mis dans une formule de code d'1 heure et demie, ils l'ont synthétisé, c'est ça que je voulais dire, puis ils te la présentent. C'est trop nécessaire d'être à jour sur tout ce qui se fait, ce qui existe, les tendances, l'aspect créatif. Mais là, t'es rendu, là, monsieur, madame, tout le monde est rendu en charge au complet de son département publicitaire.
c'est de la photo, c'est du vidéo, c'est de la stratégie, c'est de rejoindre les bonnes personnes, c'est du copyright, tous les textes, toute la manière émotionnelle de crafter. Il y a des gens qui sont experts en écriture et tout. On a plusieurs sous-traitants là, qui font de l'écriture, juste de l'écriture de publication. Mais tu sais, à un moment donné, en tout cas, je trouve que ça peut être beaucoup pour les gens à faire comme, bon, comment qu'on fait, puis comment qu'on se brûle pas. C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Puis c'est pour ça que nous, on a préféré prendre 1 an et demi, prendre le temps d'y réfléchir. Notre petit côté, on est très émotif, mais on est aussi très rationnel. Puis de dire, OK, on va faire les choses, mais on va bien les faire, comme on veut bien faire chez nos clients. Et il y a eu l'étape où on t'a rencontré, tu t'occupes de nous, puis là, il y a les prochaines étapes. OK, bien, qui va faire quoi? Le lancement qu'on a décidé d'aller de l'avant, ça, pour nous, c'est du marketing. On a fait faire de la petite documentation. On y a apporté notre grain de sel dans cette documentation-là. On a fait une publication hier et aujourd'hui, et on a vu on a eu une audience quand même incroyable en quelques jours, et c'est une publication qui nous a rien coûté. Tu sais, c'est pas juste une question d'argent, mais c'est une question est-ce que ce que je vais publier va me représenter? C'est surtout ça. Parce que c'est de la notoriété qu'on va chercher au début. Là, puis je parlais de médias payants, mais les campagnes payantes, c'est une fois que le contenu, je pense, gratuit a été comme seté, vraiment, la base est solide. Là, Puis c'est drôle parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée en termes de marketing sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont aller juste voir les chiffres, qui vont dire, moi, je veux 1000 followers, je veux 1500 abonnés sur ma page. Non. Mais si tu attires les gens juste pour avoir les chiffres, souvent, tu vas être biaisé par les nombres. Ça va absolument convertir à rien. Il y a je sais pas si ça s'appelle un essai, mais c'est un texte d'un auteur américain, je vais pas dire n'importe quoi, américain ou londonien, qui s'appelle Kevin Kelly. L'article s'appelle 1000 True Fans. Je sais pas si vous connaissez. Je recommande à tout le monde qui l'écoute en ce moment le podcast, juste d'aller faire un petit, je pense que c'est comme 1000-2000 mots, là, ça se lit super vite. Puis, il dit, si tu es capable d'avoir 1000 fans réels qui te payent littéralement 20, 50, 75, 80 $ par mois pour X, Y affaires, ou bien juste tu lances un nouveau produit puis ils l'achètent. Tu sais, un petit peu les fans de Apple, là, les fanboys, il y a un nouveau iPhone, on va tout l'acheter. Là. C'est comme le réflexe mental que tu y penses plus, puis tu vas juste mettre ta carte de crédit dans le système, puis genre, envoie-moi le nouveau iPhone. J'en ai besoin, je le veux. C'est ça, exact. Oh, l'écran est plus gros, nice. Créons-nous un besoin. Mais cette espèce de philosophie de fanbase assez intense, c'est pas 5 millions d'abonnés, là, tu sais. Le point est tel que, genre, la culture en ce moment par rapport aux likes, aux followers, aussi, au ça, si c'est pas les bonnes personnes, ça sert absolument à rien. Non, mais non. Puis il y a tellement, ça me purge, là, il y a tellement d'outils qui vont juste te garantir des followers, garantir de l'engagement. Tu peux en acheter. Tu peux en acheter 5$, t'as 10 000 followers. Là, en fait, tu peux même acheter des recommandations maintenant. Donc, tu sais, il faut faire attention. Il faut faire attention. Puis nous, on le voit, on se fait souvent poser la question quand on rencontre un client. Il y a certains clients qui vont directement, ton réseau de contacts est de combien de personnes? C'est pas combien de personnes. C'est la qualité des personnes que j'ai. Puis les relations que j'entretiens avec ces gens-là. Parce que c'est sûr que je peux pas prendre le temps nécessairement à toutes les personnes qui vont m'aider sur Facebook de leur dire merci d'avoir joint mon réseau. C'est un genre de message automatisé. Non, ça m'intéresse pas. Mais si tu me parles, assure-toi. Tu sais, c'est sûr que tu vas avoir une réponse. Mais c'est une qualité. J'accepte pas non plus n'importe qui dans mon réseau. Absolument. T'es-tu au Québec? On va-tu pouvoir échanger des propos aussi intéressants? Donc, c'est ça. Puis, tu sais, là, tu parles du réseau au niveau plus privé, mais tu sais, quand tu es une public figure, ou ce que là, tu es vraiment, tu sais, les comptes maintenant Instagram qui sont rendus publics, là, c'est-à-dire que toute la planète maintenant peut faire partie de ce tel réseau, mais en même temps, t'as pas besoin d'aller chercher tout le monde pour toutes les raisons. Tu sais, dépend de ta purpose. Il y en a beaucoup que leur objectif, c'est juste d'avoir 1000 followers à tout prix. Donc, ils ont pas, c'est pas la qualité des followers qu'ils veulent, c'est le nombre de followers. Je suis peut-être biaisé par rapport à ça parce que je crois pas que tout le monde peut tuer pour la même bonne raison que tu souhaiterais être représenté, comme tu disais. Je pense qu'il y a une grosse tendance aussi des gens qui deviennent des influenceurs, là? Oui, comme si ça, c'était un titre. Après, c'est devenu un travail. C'est influenceur. Puis après, c'est incroyable quand même. Ça va avec un nombre de likes. Puis là, à un moment donné, c'est sûr, les compagnies qui font de la promotion, Fiji, va voir que tu as... Oui. C'est pas une publicité, by the way. Que tu as 1
million de followers ou 500 000 followers, mais ils vont t'approcher pour que tu puisses boire ta bouteille Fiji. Et parce que leur reach à Fiji devient encore plus gros. Donc, ils vont cibler ces gens-là pour, justement... puis les gens font des carrières comme ça, font des carrières en étant payés pour faire de la promotion. Puis c'est tellement, on le voit, tu sais, plus ça va, ça commence soft. Puis là, mais à chaque 2 jours, 3 jours, tu suis ces gens-là, puis tu vois des... Une pub. Tu vois que ça fait comme bon, ben on se désabonne. Mais dans certaines industries, c'est important. Oui. Certainement. C'est J'ai une amie à moi qui qui lance sa propre boîte. Et pour elle, d'avoir des influenceurs comme ça va faire toute une différence dans son entreprise. Nous, en privilégiant le contact humain, moi, que tu me rajoutes sur Instagram ou pas, je te connais pas, je regarde tes photos, je trouve à la limite ça un petit peu déplacé, le genre de photos que tu as là. Ça me donnera pas nécessairement le goût d'avoir pas obligé non plus, tu sais. Exactement. C'est ça, puis il y a plein de points là, que j'aborderais. C'est que l'aspect des influenceurs, je pense que c'est devenu exagéré. Dans le sens où il y a une perte d'authenticité entre le message puis l'utilisation de tels produits que les gens vont souvent représenter. Puis malheureusement, je ne veux pas généraliser, mais c'est pas toutes les... Je vais mettre contre les influenceurs parce que... Non, il y en a des vrais, là. Il y en a qui sont légitimes influenceurs. Ils ont quelque chose. Les gens les suivent parce qu'ils... Pour une raison, mais c'est pas parce qu'il est un influenceur. C'est qu'ils suivent leur influence parce qu'ils deviennent agents promotionnels par la bande parce que, bon, on veut pas... C'est probablement très payant de le faire. Mais il y a des influenceurs qui relient leurs produits, qui vont vers... son nom m'échappe, là, mais il y en a un, entre autres, qui ramasse des fonds et qui va porter une grosse partie des fonds pour les gens démunis dans X pays. Et après ça, il refait une vidéo à partir de... Vous voyez où est-ce que l'argent est rendu maintenant? Ah, Jérôme Jarre, je pense? Je pense que oui. Ouais, donc, tu sais, on est ailleurs, là, c'est pas la même chose. C'est pas tout. Il y en a beaucoup qui essaient. Social influencer. On pensait de ceux qui achètent ou qui veulent des followers à tout prix, c'est parce qu'ils veulent avoir justement ce style de vie-là. Mais il y en a qui sont vraiment des purs influenceurs, qui ont une mission, qui font quelque chose. Il y a une raison pourquoi les gens les suivent. Et ça, ce sont des vrais fans. On parle de vrais fans versus... Exact, ça revient à ce qu'on disait. Ça revient à ça, c'est ceux qui ont vraiment une mission puis qui font quelque chose de X puis qui vont faire la promotion de produits, oui, mais qui sont toujours en lien avec leurs valeurs et leur mission. Bien, à ce moment-là, ça, c'est des vrais influenceurs. Mais il y en a beaucoup qui veulent... Je veux dire, la nouvelle génération, ça a l'air facile de l'extérieur. Mais tout a l'air facile, j'ai l'impression. Ça ne doit pas l'être. Je ne veux pas croire que ça demande. Même un feed Instagram. Tu regardes le feed Instagram de quelqu'un, toute sa vie a l'air parfaite. Mais tu sais, j'écoutais le podcast avec Elon Musk et Joe Rogan, il parlait, puis... tu sais, c'est quasiment une caricature de ta vie parce que c'est impossible qu'à tous les jours, tu aies un gros sourire d'en face puis que tu sois genre bronzé de même puis que tu sois tout le temps sur la plage. Mais tu sais, c'est juste impossible. Pour ça, t'as les salons de spray-tan qui ont commencé à exploser. Tu sais, ça me fait capoter. C'est un autre monde. Ça va être quelque chose on peut pas le négliger, par exemple. Bon, on va se retrouver avec des défis différents. Le monde est RH, en année, on va en avoir. Mais tu sais, même nous, là, c'est quand même ce qu'on fait présentement, là, c'est nouveau. C'est innovateur, C'est pas encore première nature, là. C'est pas encore... Ah, vous voulez dire pour votre marketing? Oui, nous aussi, c'est faire tellement de nouvelles choses, en plus. Puis avoir des gens qui vont nous suivre, puis leur donner du contenu intéressant, puis être capable d'avoir justement des vrais fans. Tu sais, on veut pas juste avoir des gens qui nous suivent sur nos pages. Non. On veut vraiment des gens qui vont être intéressés à ce qu'on fait, au contenu qu'on va publier. On veut choisir, parce qu'on va choisir aussi les clients avec lesquels on va faire affaire. C'est ça aussi, là, tu sais. Puis n'oubliez pas que c'est drôle à dire, là, mais les réseaux sociaux vont indexer plus, je fais une parenthèse, là, vont indexer mieux que votre tout ce qui est site web, en fait, par rapport, parce que justement, il y a un plus gros. Une plus grosse poignée, si on veut. Ils tordent plus le bras des moteurs de recherche. Mais mettons, je taperais, j'ai un exemple, Simon Paquin sur Google, il risque de tomber mon LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en premier de mon simonpaquin.com. Quand ça dépend du SEO et tout le tralala, là, mais tu sais, c'est quand même, quand quelqu'un vous cherche ou veut vous découvrir, il va tout voir ce que vous faites. Fait que tu sais, tout est public maintenant. Fait que tant qu'à tout être public, là, contrôlons donc le message. Essayons donc d'être authentiques, de représenter ce qu'on est réellement. Puis,
sais, une journée que ça va pas bien, là, pas besoin de la mettre, la publication, là, tu sais, avec le faux sourire, là, je pense que c'est pas nécessaire. C'est pour ça que la vie des gens a toujours l'air belle, parce que tu n'oublies jamais ces moments-là. Exact, c'est ça. Les... Mais je me demande, c'est quoi, là, c'est ça que j'aime du podcast, entre autres, parce qu'on peut pas vraiment faker de pas être la même personne qu'on est sur... Ça fait quasiment 1h30, là. Tantôt, tu disais ça en niaisant, là, mais genre, à 1h30, ça va être long. Non, ça va vite quand c'est des bonnes discussions, tu sais. Puis, mais par exemple, en une photo, là, t'as pu en prendre 50 avant, là. T'as pu en prendre puis on met des filtres, puis on édite. Hey, je suis tombé sur une application, une pub, dans mon fil Instagram, là, que c'est tu te rajoutes des abdos, tu te grossis les pecs, puis c'est une application sur toi en chest. J'étais comme... Oui, tu peux changer ta photo, tes cheveux, tes yeux. Mais moi, après ça, ils te voient dans le vrai monde, là. Si on les filtres sur Instagram, il n'y aurait plus de publication. Les gens sont pas à l'aise Ils sont pas à l'aise. Mais est-ce qu'on s'en va vers une ère où les... Tu sais, avec tout ce qui est, justement, on mentionnait tantôt, réalité augmentée, AI, VR, Virtual Reality, ouais. Ou est-ce que, je sais pas si vous avez vu le film, c'est quoi, je l'ai vu sur Netflix récemment, Anon, c'est une affaire futuriste, là, que tout le monde vive dans la lentille qui se sont collées sur les yeux, genre principalement, en tout cas, pas donner de punch, mais... Puis là, tout est enregistré tout le temps par le gouvernement en même temps, mais ce que tu vois, tu peux choisir de le turner off ou le turner on, mais tu vois des publicités dans tes lentilles. Puis là, il y aurait une pub de Coke qui apparaîtrait visuellement derrière. Puis tu peux voir c'est qui est devant toi. C'est comme une espèce de genre de Google Maps dans le monde réel, que tu traques les gens. C'est pas une personne, puis t'as tout son pedigree. Ouais, exact. C'est vraiment weird, peut-être ça. Un jour, ça va être ça, hein. Ben, j'ai comme l'impression qu'il y a pas d'autres chemins. On s'en va vraiment vers ça. Je sais pas si vous avez vu l'annonce d'Apple hier, là, avec leur processeur encore plus puissant sur le téléphone. Des lunettes super stylées pour que tout le monde va l'emporter. Snapchat, c'est ça exactement. Ils ont sorti ça aussi, leur nouvelle, je sais pas si c'est des snaps qu'ils appellent. Ouais, et puis là, ça filme en tout temps. Ouais. Tu sais, c'est... Il va y avoir un petit chip pour savoir t'es où aussi en tout temps. Imaginez en RH, là. En RH, quand que tu vas avoir des lunettes qui enregistrent tout en tout temps, là. Non, c'est horrible. Tu sais, tous les cas de harcèlement, puis les... Oh, my. Juste aussi l'enregistrement juste les téléphones. Oui, mais ça, sûrement qu'on est enregistré, filmé, puis écouté, puis on le sait même pas encore. Là, genre. Non, mais je veux dire, en entreprise, je veux dire, les gens utilisent ça. Du bon côté et également aussi du mauvais côté. Là, mais de toute façon, ça, c'est au niveau des cours. Hein, qu'est-ce qui peut être apporté dans une preuve concrète? Ça, c'est un autre débat. Tu vois, l'aspect légal. Ça, c'est même des points, des fois, qu'on va intervenir chez des clients. Là. Donc, ben oui, définitivement. Quel aspect? Sur l'aspect de l'enregistrement. L'aspect de l'enregistrement. As-tu le droit d'enregistrer quelqu'un quand tu le passes en entrevue? Parce que tu aimerais donc ça, pouvoir le montrer, le faire écouter à tes collègues de travail pour qu'ils puissent juger. La volonté est bonne. Ben, voyons, pas être l'interprète de ce que... C'est vraiment de réécouter l'entrevue exactement. À certains points, on ne peut pas tout noter. On ne peut pas tout dire, il a dit quelque chose. Il a-tu signé un formulaire? Il n'a pas signé un formulaire? C'est tous des petits points que nous, on rentre chez le client. Puis, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben non, ça, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Pour telle raison. C'est d'avoir la bonne information aussi. Mais... oui, puis c'est de se tenir à jour. Si on regarde même les nombres de du travail, cette année, il y a eu énormément de changements. Il y a la légalisation du pot qui rentre aussi dans même pas un mois. 4 jours, là. Donc, ça va être quelque chose, là. Ça va être c'est un enjeu majeur pour certaines entreprises, au même principe que quand ils ont interdit la cigarette. Donc, il faut y penser, il faut mettre des plans d'action. Est-ce que c'est moi qui va le mettre ton plan d'action pour la drogue? Pas nécessairement, mais on va trouver une solution. On va regarder qu'est-ce que tu as en ce moment. J'ai hâte de voir parce qu'il y a beaucoup, au niveau de la drogue, c'est drôle que tu en parles, mais il y a beaucoup de, pas des jugements, mais il y a beaucoup de gens qui ont une opinion bien précise sur le genre de personnes qui consomment. Moi, personnellement, je ne suis pas un consommateur de drogue de manière régulière. Là, je pense que la dernière fois que j'ai fumé, ça doit être, en termes d'années, je ne saurais même pas. Là, mais... il y a des gens qui pensent que c'est juste récréatif, que tu devrais... Là, si le gouvernement le légalise, théoriquement, ça veut dire que c'est correct, mais tu as tout le temps les excès. Tu as tout le temps les gens qui vont être dans l'excès. Puis là, la perception des gens par rapport à ça... Ça peut pas être pire que l'alcool. L'alcool a le même effet, mais on ne voit pas l'alcool comme ça. C'est la perception encore. On là, parce que l'alcool, maintenant, fait partie de nos vies, de notre culture. C'est pas méchant de l'alcool. Mais non, pourtant, c'est un poison. Ton et abus tout. devient... Fait que c'est la même chose, je pense. La perception, présentement, on voit ça comme... une drogue de bum. Oui, exact. Mais c'est pas le cas. On serait surpris de voir les gens qui consomment ça puis qui marchent très droit. Puis ça fait partie de leur style de vie. Mais c'est certain que c'est un enjeu.
Ça va être un danger pour les entreprises au niveau du dépistage de Mhm. ça. Puis ceux qui opèrent des machines ou tout ça, là, d'être sûr que les gens danger. sont autant comme T'sais, l'alcool, tout, au même principe C'est que même pas, l'alcool. c'est même pas une question genre d'opinion rendu là, c'est une question de fonction. C'est Là, une tu sais, question de sécurité. Oui, C'est absolument. une question de Là. sécurité T'sais- pour l'individu et les gens qui l'entourent, mais Ouais. en termes social, c'est certain que ça va faire son temps. Puis peut-être dans 20 ans, dans 25 en ans, reparler, on va trouver on ça n'en parlera drôle, plus là. comme ça. Là. Ça Mhm. sera plus, c'est comme toute nouvelle chose, il y a une réaction. Ouais. Puis Ben là, c'est après ça, médiatique, Je peux juste lancer ça, comme c'est réflexion, Ouais. tu vas dîner, Mhm. tu prends un verre de vin, hein, ça arrive régulièrement. Bon, on s'en va dans un lunch meeting avec des clients, on se prend un petit verre de vin, mais et si c'était un joint de pote, par exemple, que tu t'en allais fumer? Est-ce que c'est moins dangereux ou plus dangereux que si tu prends un verre de vin? Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures. Je fais juste lancer cette réflexion-là parce que c'est ça que les clients vont se poser. C'est ça qui comme va arriver, là, questionnement. tu sais, concrètement. Là. C'est ça. C'est que, tu sais, on fait un événement au bureau. C'est bien vu d'avoir champagne, vin, bière. Les gens sont là pendant Joint. les 5 à 7. C'est les 5 à 7. Mais c'est ça qui. Alors, inconcevable les gens, c'est aujourd'hui. toxique. Ouais, Tu sais, je veux dire, les gens, c'est toxique. Maintenant, est-ce qu'un verre de vin, c'est ça, là, est-ce qu'un verre de vin est plus nocif que deux? Tu sais, on recule ça à une puff, 2 puffs, 3 puffs, on ne sait plus. Mais oui, tu sais, c'est la même. Puis Je pense que- ça va être difficile à digérer Ouais. une couple d'années. Oui. Puis comme toute chose, on va s'habituer. Effectivement. On va puis- trouver une façon de l'encadrer puis de le garder sécuritaire pour le milieu de travail. Parce qu'après, puis aussi sur la route et tout ce qui entoure, tout ce qui vient avec ça. Je pense que c'est une question d'éducation, tout comme ça a été avec Ouais, l'alcool. ouais. Ça a été longtemps mal vu, mais maintenant, ça devient légal. Là. C'est sûr que en tant que parent, je me mets dans la position avec un enfant de 8 ans. Donc, je vais avoir cette discussion-là probablement plus rapidement que je le pensais. Mhm. Et ça va faire partie de la réalité de c'est de l'adolescence plus de mon bonne, garçon c'est dans ça, ouais. cette... Ouais. Fait que comment je vais me positionner là-dessus aussi, ça devient un défi, mais ça... Ça, c'est. C'est plus la discussion, tu vas faire de la prison. Mhm. Tu sais, Non. moi aussi, j'ai une petite cocotte de 7 ans et demi, là, Ouais. puis Ouais, là, c'est tu vas facile, faire de la tu prison, ma bulk, là, cocotte. ouais. Non, c'est pas tu vas faire de la prison, c'est qu'est-ce que ça va faire? Ouais. Ouais. Fait que c'est un autre Ce thinking que à j'ai avoir. vécu quand je suis allé à Amsterdam, je trouvais ça vraiment particulier parce que ça vient à ce que un peu vous dites. C'est-à-dire que l'alcool, quand c'était dans le temps de la prohibition, c'était illégal, fait que les gens en prenaient beaucoup. Mais là, nous, le pot, c'est illégal, fait que les gens, ils en consomment, tu sais, des gros sacs, non, je spécule, là. Mais c'est juste l'image associée à... Vu que c'est illégal, t'en prends beaucoup, tu sais. Ouais. Mais quand je suis allé à Amsterdam, les gens, les locaux, là, quand ils vont dans des coffee shops où est-ce que tu as le droit de fumer, ils vont pas faire un joint complet de potes. Ils vont mettre beaucoup de tabac avec un petit peu de potes. Fait que ça revient un petit peu à ce que tu mentionnais. C'est-à-dire que la consommation de ce tel produit-là va vraiment changer C'est ça. parce que ça sera plus... Ça sera plus Ah, quelque chose de ok. mauvais, fait en cachette, C'est ça, on se exact. cache dans un parc. Là, je recule en Tu sais, arrière. c'est Mais, comme les bouteilles d'alcool, justement. ah c'est oui, la même chose. même Est-ce que chose. tu bois la 24 ou t'en bois 2-3 puis t'es comme socially intéressant? Là, tu sais? Exactement. Est-ce que c'est social? Donc, c'est Ouais. sûr que ça devient... C'est un ben, déstresseur. C'est là, l'intoxication. tu sais. C'est Ouais, exact. le même effet. Je veux dire, quelqu'un qui consomme rendu à sa 3e ou 4e bière dans un 5 à 7, Ah, il c'est parle sûr plus qu'il fort, tient là, plus tu droit sais. comme quand il est rentré, tu sais. Ouais. Au contraire, peut-être on l'entend, il est rentré, on l'entendait plus. Fait que c'est Ouais, certain que ouais, l'effet de la drogue va faire le même... Il va y avoir de l'éducation à faire, Ouais. il va J'ai avoir hâte de voir l'impact, des là, tu sais. plans de communication, il va avoir beaucoup de choses Ça va à faire faire. plus de job. Ben, nous, directement, oui et non. Briser les Ouais. paradigmes de ce qu'on pense de Ouais. cette drogue-là aussi. Parce qu'il faut tu être sais. ouvert d'esprit. Vous Ben n'avez oui. pas le choix. Vous n'avez Non, pas le mais choix on de l'est. considérer. C'est ça, exact. On C'est l'est comme- de toute façon. C'est Ouais. c'est même pas une question est-ce que je suis consommatrice ou je ne le suis pas. Comment on dit avec ça? C'est quoi? Bon, on peut Voici pas demander ce la qui est question là. aux gens, bois-tu ou bois-tu pas? On ne pourra pas plus demander Non, la question aux gens. exact, Ça reste exact. une décision personnelle. Fait que ça, je veux dire, en termes de ce qu'on peut demander ou ce qu'on peut valider, On a des barèmes là, On quand peut même. pas. Là. Ouais. Mais tu sais, partie par de la la vie loi, privée là, des tu sais, gens. absolument. mais là. on peut exact. dire au travail, vous n'avez pas le droit d'être intoxiqué, Mhm. que ce soit d'alcool ou de drogue. Ça reste au même principe. Mais comme tu dis, maintenant que ça va devenir légal, est-ce que ça va devenir plus attrayant, moins attrayant? On le Ça sait reste à pas. suivre. Je pense que ceux qui vont vouloir fumer vont fumer comme ils fument des gens en ce moment. Puis Ouais, puis ils même vont chose juste être pour... plus libres, vont sentir moins... Ouais. Peut-être même qu'ils vont avoir moins envie parce qu'il y avait une espèce d'aspect de j'ai pas le droit, fait que je le fais, fait que je suis cool. Là, tu sais. Peut-être qu'il y avait cette partie-là pour les jeunes, peut-être plus qui sont plus Peut-être plus influençables. pour là. les jeunes, oui, je sais pas. Ceux qui sont des consommateurs réguliers, je pense que pour eux, ça ne Same, changera là. rien, là, Non, c'est à ça, part exact. de pouvoir juste mieux s'approvisionner. Ouais. Tu sais, puis même peut-être qu'ils vont être fâchés parce que peut-être ça va coûter plus cher si le gouvernement se met le nez là-dedans. Fait que, Ils disent que Visiblement. c'est pas supposé parce qu'ils veulent Ok. compétitionner le marché noir, mais ça reste Ben, à voir avec le temps. c'est hein. l'objectif. Là, tu sais, si c'est pour enlever la criminalité là, dans les régions et tout, les villes, gars, c'est juste win-win, je pense. Là. Ouais. Juste cet aspect du débat-là, mettons. Là.
Mais oh well. Hey, c'est des beaux défis, hein? Ouais. C'est des beaux défis. Ça fait tu partie vois, de votre réalité. Par Ça la je vais touche. faire face à tout ça dans la prochaine année. Puis ça y touche pratiquement pas parce qu'on ne fait pas nécessairement les gros plans d'intervention. Nous, on doit juste s'adapter à cette réalité-là pour nos entrevues, pour le onboarding, pour le suivi de la mobilisation des employés et de la rétention. Donc, c'est ça. Donc, il faut, mais tu vois, c'est un sujet que normalement, en acquisition de talent, en recrutement pur et simple, fait comme, ça me touche pas. Va parler avec la fille des RH qui fait que du plan d'intervention, santé et sécurité au travail. C'est elle qui va gérer ce genre de dossier-là. Mais on a quand même un impact dans notre spécialité. Donc, il faut se tenir informé puis il faut aider nos clients là-dedans. Je pense que c'est un bon point pour laisser la discussion aller comme ça. Puis honnêtement, j'ai vraiment adoré cette discussion. Ça serait vraiment le fun de faire un take-two. C'est vrai qu'on a fait plein de sujets. Et oui. Puis tu sais... À l'opposé de ce qu'on pensait. Non, mais à chaque fois qu'on parlait, j'étais comme, ça, j'aimerais s'en parler. Ça, j'aimerais s'en... Puis là, je vais le réécouter. Je vais dire, oui, ça, je vais mettre des notes. Puis on pourra en discuter plus en détail parce que c'est tout le temps intéressant de discuter avec des gens intéressants. Donc, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Est-ce que vous aimeriez juste mentionner aux gens où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Ben oui, définitivement. Sociaux, puis, oui, tout à fait. En fait, notre site web, www.perlerh.com, perle au pluriel avec un S. Sinon, nos plateformes Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Vous êtes partout, là. Vous êtes bien coachés, là. On essaie. Oui. Cool. Merci, guys. Bonne journée, puis merci d'avoir été avec nous. Merci. Bye.